Bonsoir chez vous, bienvenue à ce rendez-vous de chaque lundi, mercredi et vendredi. Intersyndical national du Congo, coordonné par M. Guy Coucou, un défenseur de travailleurs. C'est avec lui que nous allons partager ce soir par rapport à sa mission, à sa vision à la tête de cette grande structure. Nous allons parler aussi sur certaines questions de la vie politique en tant que société civile. Il va émettre son point de vue afin de donner certaines pistes de solutions. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Monsieur Guy Coucou, bonsoir. Bonsoir, madame. Meilleurs vœux. Merci, pareillement. Ça fait longtemps. Oui, merci. C'est vous qui nous avez à feu. Bien habillé comme d'habitude. Merci beaucoup. Et voilà, vous êtes le président, encore le coordonnateur de ce méga plateforme intersyndicale nationale du Congo. Qu'est-ce qui avait motivé tous ces syndicats à se réunir ensemble? Y avait-il un malaise? Bon, c'est les soucis de coordination. Par définition, les travailleurs travaillent dans la solidarité. Il y a un maxime qui dit unis nous sommes forts et l'union fait la force. Vous savez, devant les employeurs, les travailleurs, nous sommes faibles. Devant les gouvernements, devant les grandes entreprises, devant les multinationales, notre force est dans l'union. Quand nous sommes ensemble, nous devenons forts parce que nous constituons une force. Nous faisons la pression. Nous pouvons mobiliser, nous pouvons bloquer, nous pouvons faire des grèves, nous pouvons... Voilà, là c'est quand on est ensemble. C'est comme ça que quand moi je suis devenu coordonnateur, avant moi, les syndicats étaient là, il y avait UNTC, il y avait CC, CDT, OTUC, Solidarité, SOPA, et ainsi que les autres FCG, ça et consorts. Mais nous avons constaté qu'il y avait une certaine faiblesse devant les gouvernements, devant les institutions, et que le point de vue des travailleurs n'était pas émis. Et deuxièmement, nous avons trouvé qu'à l'époque, lors du 1er mai, on faisait les défilés. On faisait les défilés, on s'alignait du matin. Ouais, du matin au soir, les gens s'alignaient là, Pont Gabi. Vous êtes là, vous devez passer, la tribune était dressée vers le palais du peuple. Vous attendez de 8h jusqu'à 16h. Parfois, on arrive vers 13h, les gens énervés, on tabassait. Tout ça, je dis non, 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 non. Ça ne peut pas continuer. Le 1er mai, c'est la journée des travailleurs. Et pourquoi on nous a confisqué cette journée par des politiques? J'ai été, à ce moment-là, c'était l'honorable Bahati, qui était ministre du Travail, oui. En 2012. J'ai réuni les camarades, les collègues, j'ai dit non. En tout cas, notre 1er mai ne peut plus être confisqué par les politiques. C'est une journée de libération des travailleurs. Nous devons mener, nous, des actions, c'est notre action. S'ils doivent venir, si les politiques doivent venir, nous devons les inviter. Mais ce n'est pas eux qui doivent être à l'honneur. Nous ne pouvons pas défiler devant le gouvernement comme si c'était l'affaire du gouvernement, c'est l'affaire des travailleurs. Pourquoi nous devons défiler devant eux? On a négocié, c'était difficile. La secrétaire générale, Madame Angélique, était à l'époque, elle vient d'être retraitée. Elle dit, Monsieur Coucou, ce n'est pas possible ce que vous êtes en train de dire. Depuis des années, plus de 40 ans, on fait des choses. Vous allez changer ça. J'ai dit, oui, Madame, ça doit changer. C'est notre journée. On nous l'avait confisquée. Maintenant, nous reprenons le contrôle de notre journée du 1er mai. C'est une journée pour revendiquer, exprimer, parce que pendant 365 jours, c'est le gouvernement qui gouverne. Ce sont eux qui sont au pouvoir, c'est eux qui nous briment, c'est eux qui nous maltraitent. Et le 1er mai, c'est le jour où ils doivent entendre notre son, notre parole pour dire, voici ce que vous faites, nous ne sommes pas contents et nous posons nos revendications. C'est comme ça. Il y a eu hésitation. Finalement, elle est allée voir le ministre de l'époque, donc M. Bahati. Et M. Bahati a dit, mais pourquoi il dit ça? Il nous a appelés, on s'est vu, on nous a expliqué. Il dit, non, camarade, ce n'est pas un problème. Bon, tentez l'expérience. On a tenté, et on a fait les rassemblements. Au lieu du défilé, nous nous sommes réunis juste devant le palais du peuple. Il y avait une tribune. On l'a fait et finalement, ça s'est très bien passé. Et puis il a dit, mais tiens, il y avait plus de peur que de mal, mais ça peut se faire comme ça.
Et c'est là qui a fait. Et dès ce jour-là, les collègues ont dit non, camarades, en tout cas, toutes nos actions, nous voulons que tu sois le coordonnateur. Parce que nous pensons que tu viens avec les idées nouvelles. Déjà, ça a réussi. Et nous sommes réussis. On faisait, parce que les discours qu'on a fait à cette époque-là, avant, il y avait les syndicats qui étaient en tête, c'était la CSC ou l'INTC. Ils faisaient les discours, ils viennent lire. Mais moi, j'ai dit non, ça ne peut pas être les discours d'un syndicat. Ça doit être les discours de tous les syndicats. Un discours commun. Commun. Et donc, nous constituons une commission. Cette commission va se réunir composée de tous les syndicats. Chaque syndicat envoie et nous mettons nos idées. Celui qui va lire les discours de tous les syndicats, les discours des travailleurs. Et voilà, on a fait une commission, on a présenté tous les points et on est parti, on a lu, en tout cas, même les travailleurs qui étaient à cette manifestation ce jour-là. Après, nous avons reçu les félicitations de partout et nous sommes allés lire ça en groupe. Ce n'est pas une personne qui est allée au micro. Nous sommes allés, nous tous, les 12 syndicats, et j'étais en train de lire entouré de mes camarades, de mes collègues, présidents des syndicats, et tout est parti. Et désormais, depuis ce temps-là, 2013, je pense, ça se passe que de cette façon. D'où nous avions fait un cahier des charges pour toutes les manifestations communes où le gouvernement invite les travailleurs. Désormais, nous constituons des commissions ou même le CNT, Conseil national du travail. Avant d'aller, nous nous réunissons, on constitue un cahier commun de tous les syndicats, les 12 syndicats les plus représentatifs. Chacun amène les points qu'il pense inscrire à l'ordre du jour. Nous constituons et ça devient un cahier des charges du banc syndical que nous transmettons. Et quand on arrive, et nous défendons ça ensemble. Et quand vous avez pu vous organiser ainsi, c'était quoi votre cheval de bataille? Notre cheval de bataille, c'était d'abord il y avait le problème de, ça persiste malheureusement jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas gagné, il y avait le problème de la sous-traitance, il y avait le problème de SMIC, le SMIC n'existait plus, il n'y avait plus de SMIC au Congo, il y avait le problème des injustices, tout ce que quand on dit sous-traitance, c'est tout un cortège de problèmes, c'est-à-dire il n'y a pas de contrat, il n'y a pas la reconnaissance, on coupe les cotisations de INPP, de SNCS, des travailleurs, mais ces employeurs ne versent pas à SNCS, et quand ces gens sont licenciés ou sont retraités, ils n'ont pas droit à la retraite ou à la pension de retraite au niveau de la SNCS, et donc ainsi de suite. C'était tous ces points-là, nous avions dit, bon, comme il y a tellement beaucoup de problèmes, on ne sait pas poser tous les problèmes à la fois. Nous avons dressé une liste de priorités, 4 priorités, on dit on commence. Mais il y avait aussi les problèmes des structures où les syndicats ne sont pas représentés dans certaines entreprises où nous cotisons, alors qu'au terme de la convention de BIT, il y a certaines entreprises où nous cotisons comme INPP, comme SNCS, comme ONEM, comme je pense, il y a des entreprises, toutes ces entreprises-là, il faut que les travailleurs soient représentés dans les comités ou dans les conseils d'administration. Donc il n'y en avait pas à l'époque. Nous avions commencé à poser cette revendication. Nous avons réussi à gagner ça. On a fait une loi en 2016 pour la SNCS où dans les comités d'administration de SNCS, il y a un représentant des travailleurs. À INPP, à l'ONEM et maintenant au Fonds de solidarité, les textes que nous avions faits, nous avons contribué, nous avons réussi à faire ça. Maintenant, c'est devenu une loi. Donc, ça va rester ainsi. Mais il y a aussi le problème de la représentation des travailleurs. Il n'y a pas un cadre de négociation. Il y avait un cadre, on appelait ça le cadre du dialogue social, que Matata a révoqué, a annulé en 2012. Juste depuis 2012, nous sommes en bataille pour qu'on puisse restaurer ce cadre-là. Et ça fait 3 ans déjà, le Conseil national du travail a levé l'option. Il fallait que le gouvernement d'Ilunga Nkamba puisse le faire.
malheureusement, le ministre du Travail qui devait porter cela au niveau du gouvernement pour que le décret du Premier ministre soit signé, ne l'a pas fait. Il y a encore le gouvernement de Sama ici, Sama le connaît, avec Madame la ministre du Travail actuelle. Nous attendons, n'a pas encore fait alors que l'option a été levée. Maintenant, ça fait 4 ans. Alors, par rapport, j'aimerais un peu que nous revenions sur cette question de sous-traitance. La manière dont les expatriés traitent nos frères, surtout quand nous allons chez le service de sécurité, les Tango Fort, Komboso, machin. Et nos frères, nos compatriotes congolais sont mal payés. D'ailleurs, avec des salaires modiques. Quelqu'un peut être révoqué brutalement comme ça, on lui prive même ses décomptes finales. Moi, j'ai un frère qui en est victime, vous voyez. Est-ce que vous n'avez pas... Qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour pallier à cette situation? Oui, en tant qu'intersyndical... Le comble aussi, excusez-moi de rajouter, le comble aussi est que certains Congolais qui sont dans des ressources humaines de ces entreprises-là, en fait, sont aussi complices. Ils commettent aussi leurs frères congolais. C'est ça le comble. Le Congo est trahi. C'est le problème que nous avons pour tous les pays, à tous les niveaux, même dans les institutions, nous sommes infiltrés. Vous voyez, à l'Est, là, la guerre qui est à l'Est, pour sauter un peu par la coquelade, ce sont des généraux qui sont congolais. Ceux qui trahissent, ce sont des Congolais. Les Rwandais nous infiltrent à part des Congolais. Il y a ici au Parlement du Congo des Congolais qui sont financés par les Rwandais pour saboter, pour les informer. Il y a dans les services de sécurité, il y a dans l'armée, il y a dans toutes les institutions, il y a dans le gouvernement. Comment allez-vous vous étonner dans les entreprises? Dans les entreprises, c'est la même chose. Les chefs du personnel, généralement, quand il y a des gens médiocres, chaque personne médiocre recrute un autre médiocre parce qu'ils doivent évoluer, ils doivent faire un réseau de médiocres pour faire de mauvaises choses. Parce que des gens excellents recrutent d'excellentes personnes. Des gens bons ne peuvent pas accepter de mauvaises personnes. Comme des personnes mauvaises ne peuvent pas accepter de bonnes personnes. D'où vous voyez, c'est ça que nous avons dans tous les pays. Quand il y a de mauvaises personnes, ils recrutent dans les réseaux que de mauvaises personnes. Pour qu'ils constituent des réseaux où ils doivent opérer de la même façon, c'est-à-dire de la mauvaise manière, contre les intérêts du pays, contre les intérêts de leur pays. C'est ça que vous voyez. Mais les tout, c'est aussi l'État. Mais encore une fois, l'État, c'est qui? C'est le gouvernement. Les gouvernements, c'est qui? Ce sont des ministres. Des ministres sont qui? Sont nos frères, sont nos sœurs. C'est eux. Madame, je viens de rentrer tout de suite. J'étais à l'intérieur, j'étais à Mwanda, j'étais au Congo central. C'est un scandale. Vous voyez que la sous-traitance, quand vous lisez, la sous-traitance, c'est dans certains domaines de l'entreprise. Mais maintenant, ça devient même l'objet. Quelqu'un vient, il dit que moi, j'ai fait par exemple la télécommunication. Il va sous-traiter les ingénieurs des télécommunications. En quoi il est société de télécommunications? C'est ça le problème. Quelqu'un vient et dit, j'ai produit le pétrole. Tous les ingénieurs là, dans le secteur de pétrole, il les a sous-traités. En quoi elle reste société de pétrole? Le comble aussi que même dans des organismes internationaux, il y a aussi des sous-traitances. Mais un individu qui se lève un matin, il crée son agence, j'ai des chauffeurs, je vous dis, c'est un madame, peu compliqué. c'est-à-dire que, madame, non, ce n'est pas la peine que vous citiez. C'est-à-dire que les problèmes, nous avons un problème dans les pays. C'est le gouvernement. Les ministres du Travail, quand vous lisez les cours du travail, les ministres du Travail a comme tâche la protection de la main-d'œuvre congolaise. C'est ça l'objet pour lequel on a créé le ministère du Travail. Le ministère du Travail est créé pour que celui qui est placé là-bas puisse protéger la main-d'œuvre congolaise. Parce que c'est le Congo. Il est ministre du Congo. D'abord pour les Congolais. Le gouvernement du Congo est d'abord pour les Congolais. On ne peut pas créer un ministre, il ne peut pas être là pour satisfaire les intérêts des étrangers. Non. Mais nous sommes 100 millions de personnes. Et les étrangers, si on les réunit, ils peuvent être 1 million, tout ça. Vous voyez, et vous voyez les combles que nos autorités protègent la minorité dans tous les domaines. Vous voyez, allez même dans les magasins ici.
vous, quand vous promenez ici, vous êtes en insécurité, madame. Nous sommes tous en insécurité. Mais les Libanais, même dans les petites boutiques ici, vous trouvez un policier, il les garde. C'est-à-dire, même les services, non-services de sécurité, au lieu de protéger d'abord les Congolais, protègent d'abord les étrangers. Et vous les trouvez dans tous les secteurs. C'est comme ça. Je me demande des fois, ils ont l'audace de frapper sur un travailleur congolais et lui dire que non, il a un soutien qui est un général, un soutien c'est un ministre. Et maintenant, dans ce cas-là, quel est votre rôle à jouer? Mais nous, notre rôle, c'est quoi? Dans tous les pays du monde, les rôles régaliens où la force publique est donnée à l'État seul. Les individus ne peuvent pas prendre la force publique. Parce que chacun va dire ça sera la loi du plus fort. On ne peut pas faire ça. C'est pour cela qu'on donne à l'État seul, c'est-à-dire le gouvernement. Lui, il assure cela pour tous les citoyens. C'est pour cela, vous voyez que dans notre constitution, les rôles de la police, c'est quoi? C'est la protection et la garde de la sécurité et la circulation des Congolais. C'est le rôle qu'on donne à notre police. Mais quand vous dites que les Libanais là, ils tapent, les Libanais là ne tapent pas. Il appelle un policier qui est là. Il dit, allez, tape-moi cet homme. Ça se passe comme ça, souvent. Et c'est les policiers qui, dans l'industrie du chinois là, qui d'abord, les entreprises ne peuvent pas être gardées par la police et par l'armée. C'est les services, doivent avoir des services privés pour garder. Mais chez nous, vous trouvez même des militaires en train de garder une entreprise, un individu qui n'a même pas une fonction d'État. Or, dans notre loi, un militaire, il n'y a que le chef de l'État qui peut être gardé par les militaires, c'est-à-dire la garde républicaine, et je pense les ministres de la Défense. Ici, chez nous, même tous les restes. Le secrétaire général d'un parti politique, c'est comment avec les gardes républicaines, c'est ça la RDC. Mais c'est ce que je dis, ce n'est pas ça la RDC. Ce sont des abus. Ça, ce sont ce qu'on appelle les abus. Et je crois, vous pensez que la police est payée par qui? C'est par les citoyens. C'est par nos impôts. C'est par nous. C'est nous qui habillons les policiers. C'est nous qui payons les policiers. C'est nous qui payons les fonctionnaires avec nos impôts. Alors, ça, c'est notre devoir. Parce que le vrai aussi, un autre problème, c'est que l'éducation citoyenne n'existe. Le civisme au Congo n'existe pas. Les gens pensent qu'il faut laisser les gens au pouvoir comme ça. Il faut laisser les policiers faire ce qu'ils veulent. Non. Chaque peuple veille. Parce que qui élit les députés? C'est la population, non? Nous venons de passer les élections. Qui a élu le président de la République? C'est la population, non? C'est le peuple, non? C'est-à-dire, c'est nous qui lui disons, dirige-nous. Et quand il nous dirige, on lui donne les missions qu'il doit faire pour nous. Il doit faire du bien, il doit faire un plan de développement pour nous, il doit nous protéger, il doit nous garder, nous assurer la sécurité, les bons revenus, il doit faire la répartition. C'est pourquoi, dans la Constitution, on dit le président de la République est le garant de la nation et du bon fonctionnement. C'est lui l'arbitre, comme dans un terrain de football, il y a un arbitre qui siffle et dit toi touche, ou bien toi sors, carte rouge, tu sors. C'est ça, les rôles là, la Constitution a donné au chef de l'État pour qu'il veille comme un arbitre et qu'il surveille ce qui se passe. Et le chef de l'État met en place le gouvernement pour exécuter son programme. Et celui-là, c'est-à-dire le gouvernement, se charge de protéger les richesses du Congo, la population du Congo, les emplois de la population du Congo et les peuples congolais. Monsieur Guy Coucou. C'est ça. Bon, un instant, je termine. Maintenant, quand vous dites, vous les syndicats, vous faites quoi? Nous, la loi nous a donné le rôle de revendiquer, pas plus. Nous ne pouvons pas, quand on est contre, aller nous battre, prendre les armes. Mais madame, nous sommes des civils, mais on est avec vous dans la presse tout le temps. On écrit, je peux vous montrer mes classeurs ici, dans tous les domaines. Vous êtes journaliste. Il y a les services de sécurité qui informent les gouvernements, les premiers ministres, le président de la République, le président de l'Assemblée nationale. Ils sont informés minute par les services de sécurité dans tous les domaines de ce qui se passe dans les pays. Vous voyez.
Ils sont informés pourquoi? Parce qu'ils doivent, c'est eux qui doivent veiller et prendre des mesures. Nous, en tant que citoyens, nous ne pouvons pas faire ça. Nous donnons confiance à un gouvernement, à un parlement. Et le parlement nous représente. L'autre problème, c'est les parlementaires, les députés. Chacun, pourquoi on élit les députés dans les circonscriptions électorales? C'est-à-dire, on va à Mwanda, il y a des députés nationaux. Chaque coin doit envoyer. Et quand il arrive ici, c'est pour qu'il parle des difficultés, des problèmes qu'il y a là où on a élu. Mais qu'est-ce qui se passe quand ces gens-là sont au Parlement? On leur donne des voix, ça devient leur business. Le Parlement est devenu le lieu de business. Ils font des chantages pour chercher l'argent. J'étais à Mwanda, madame. Mwanda n'a pas de courant. Mais quand vous allez vous garder l'océan... Le chef d'État avait promis que le 20 décembre, avant le 20 décembre, il y aurait l'électricité. Je sais pas comment... Non, madame, j'ai dit à Mwanda jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de courant. Okay. Mais laisse-moi terminer. Le courant est là. Les sociétés Perenco, les sociétés produisent du courant, du gaz. Ils jettent ça dans la mer. Quand vous allez 24 heures sur 24 heures, il y a les fumées, il y a on brûle ces courants-là. Au lieu de donner ça à la population, vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, Perenco devait travailler avec la SNEL, la SNEL les refuse. Et la SNEL ne sait pas faire ça. La SNEL empêche à Perenco de distribuer, au lieu même de faire une société ensemble. Il y a maintenant un conflit de leadership. Non, parce que la Perenco est une société de production du pétrole. Mais en produisant du pétrole, il y a les gaz, il produit en même temps du courant qui peut donner, des gaz qui peut donner du courant aux gens. Maintenant, dans les villages, comme il y a la loi sur, disons, l'environnement et consorts, la loi oblige ces sociétés de faire des projets pour les communautés, disons, qui sont originaires. La Perenco donne du courant dans les villages. Quand vous allez dans les villages, les courants impeccables. Mais à Mwanda, la ville, il n'y a pas de courant. Pourquoi? Parce que les gouvernements, les députés qui sont élus, les représentants qui sont là, eux, au lieu de se battre pour qu'on mette le courant, ils vont chercher l'argent là-bas. Et chaque mois, vous savez, on donne 10 millions de dollars là-bas à Mwanda. Mais il n'y a pas de courant. 10 millions. Et il y a un ministre ici qui était originaire là-bas. Ce qui est grave. Originaire de là. Au lieu que les 10 millions, il a créé une histoire là de société pour gérer ses fonds, pour faire disparaître l'argent. Et il n'y a pas toujours. Or, Mwanda, c'est une cité. Une petite cité, donc avec les 10 millions seulement une fois, on installe tout ça, tout est parfait. Mais on n'a pas de gens qui nous représentent et qui représentent la nation. C'est ça le vrai problème. C'est pas les... Qu'est-ce que vous pouvez réaliser déjà dans le chef des travailleurs? Nous, depuis que nous sommes là, je parlais des SMIC, il n'y avait pas de SMIC. On a installé les SMIC. On a eu des lois maintenant sur la sous-traitance. La loi est là, bien que ce n'est pas appliqué, parce que l'application, ce n'est pas nous. Il n'y avait pas cette loi, on ne parlait pas de ça. Nous avons demandé, on a fait, mais cette loi-là, on doit revoir, parce qu'il y a quand même beaucoup de problèmes, mais le vrai problème, c'est l'application qui va... On peut mettre la loi. Nous avons même la Constitution, nous avons le Code du travail congolais. Quand vous lisez ça, en Afrique, ici, il n'y a pas beaucoup de pays qui ont un code comme le nôtre. C'est parfait. Parce que nous allons chaque fois en Genève. Ça souffre de l'application, justement. Il n'y a pas de personnes qui sont là pour faire appliquer. On envoie les inspecteurs pour aller visiter les sociétés, constater tout ça. Dès qu'ils arrivent, on les rappelle. C'est la hiérarchie qui les rappelle. Non, revenez, ne faites pas ça. Non. Donc, on empêche ça. Vous trouvez les travailleurs en train de pleurer. J'étais là à Mwanda, à Boma, à Matadi, ici à chose vers Kassangou. Vous trouvez les sociétés chinoises, vous trouvez des... Il n'y a pas... Ils n'ont pas de contrat. Mais se pose aussi un problème au sein des syndicats qui se trouvent dans des entreprises, dans des entreprises publiques. Il peut arriver que le vice-président et le président ne s'entendent pas.
vous verrez peut-être, c'est très souvent le président syndical qui est en connivence avec l'employeur. Dans ces cas, que feriez-vous? Oui, il y a aussi ces cas-là. Mais là, c'est bénin. Parce que les présidents de la délégation, les syndicats ne gèrent pas une entreprise. Il y a un gestionnaire de l'entreprise, un mandataire de l'État. C'est lui qui gère. Et quand il gère, il devait être contrôlé par le Parlement. Nous, je vous ai dit, notre rôle, c'est de dénoncer, c'est-à-dire faire la revendication, dénoncer, dire qu'il y a injustice, que là-bas, ça va très mal. Là-bas, on ne paye pas les gens. Là-bas, il n'y a pas de contrat de travail. Là-bas, ça ne se passe pas ainsi. Le président syndical se fait passer pour le bourreau de ses amis, de ses collègues. Il se fait ami des directeurs, ami de, je ne sais pas, du secrétaire général, dans le but seulement de s'enrichir, de trahir ses copains. C'est ça le comble. J'ai constaté dans certaines entreprises dont j'étais le nom des syndicats. Oui, les brebis galeuses, madame, dans tous les domaines, ça n'existe. Même Jésus, il avait un Judas. Hein? Il avait 12 apôtres, il y avait parmi les 12, il y avait un Judas. Mais ce n'est pas ça la règle. Et ce n'est même pas ça le problème. Parce que normalement, quelqu'un qui gère l'entreprise, il gère, on dit, comme en tant que père de famille. Quand je gère les gens, je dois savoir, je suis responsable, les gens que je gère sont des responsables aussi. Un. Deux, ce sont mes frères, mes compatriotes, parce que j'ai le devoir de faire le bonheur de mes frères, de mes compatriotes. Je n'ai pas besoin, si je suis gestionnaire, pour faire le bien, je n'ai pas besoin que les syndicats parlent. Normalement, le syndicat est là pour surveiller, tout simplement. C'est comme une entreprise, la sentinelle. Il surveille au cas où il y a un danger, au cas où il y a un voleur. Mais ceux qui sont à la maison, leur rôle, c'est assurer la vie de la maison, la propriété de la maison, le fonctionnement de la maison. Ce sont les gens qui sont là à l'intérieur. Il ne faut pas que l'on dise, je suis d'accord avec vous, qu'il y a des mauvais délégués syndicaux, qu'il y a un mauvais syndicalisme. Ça existe, ça on ne peut pas nier. Mais je dis, ce n'est pas eux le problème. Les inspecteurs du travail, selon la loi, tous les 3 mois ou chaque mois, un inspecteur devait passer, demander les effectifs, vérifier les contrats des travailleurs, vérifier l'objet, vérifier les conditions hygiéniques dans cette entreprise. Il y a même des entreprises qui n'ont pas de toilettes, madame. Même ici à Kinshasa, dans les alimentations ici, les magasins, allez-y demander les toilettes seulement. Tu demandes au travail, mais Bosu Bakawapi. Oh non, awa, tu les as kene kuna soit donc yo so je diara au kene ko sa ndegen. Oh, viens te débrouiller. Vous imaginez une entreprise, quelqu'un met une caisse, il prend l'argent, il met des gens pour lui faire de l'argent. Ces gens ne peuvent même pas aller trouver où aller pisser, où aller faire un besoin élémentaire. Mais ça, c'est le rôle de qui? Même les syndicats écrits. Mais beaucoup de syndicalistes, ce que vous dites là est vrai, mais ça, parfois c'est la peur. Beaucoup de travaux ont été révoqués. Ils disent cela, ils dénoncent, au lieu que les autorités les protègent, ils viennent ce travail est révoqué, et puis quand l'inspecteur vient, on lui donne l'argent, et puis on sait que les messieurs souffrent. Ceux qui sont restés là, ils vont tirer quelle leçon? Ils disent, ah, il faut que je m'étais, sinon, je vais faire quoi? Je serai comme lui. Vous êtes syndicaliste. Vous savez le mode de vie des travailleurs, le salaire des travailleurs, des militaires, des enseignants, des fonctionnaires en général. Quand nous faisons le parallélisme entre le salaire d'un député national, comment est-ce que vous vous ressentez par rapport à ça? Est-ce que vous avez déjà eu le temps de réfléchir sur ça et de poser aussi des lois par rapport à ça? Parce que quand je vois peut-être un enseignant, je vois un député national, un sénateur, il a été enseigné. Vous comprenez? Il aurait fallu qu'il ait un enseignant pour qu'il devienne ce qu'il est aujourd'hui. Malheureusement, les enseignants sont mal payés. Ils reçoivent des salaires modiques. Le solde des militaires ou encore des policiers, n'en parlons pas. Par rapport à ce cas, que faites-vous? Que fait votre syndicat? Nous avons toujours demandé au gouvernement de payer les travailleurs, de payer les fonctionnaires, de payer la police. Je vous ai dit, notre rôle, c'est revendiquer. Nous ne pouvons pas prendre les armes si l'État n'a pas fait ça. Si le gouvernement n'a pas fait ça. Nous n'allons pas nous battre. Nous continuons qu'à écrire et à crier. C'est comme vous les journalistes. Vous venez comme vous venez, si vous trouvez les mal, vous filmez. Vous publiez pour qu'on sache qu'il y a les mal quelque part. Votre rôle, c'est d'informer.
Mais celui qu'on informe, qui a la décision, doit prendre les dispositions. Parce que dans la société, il y a un jeu de rôle. Chacun a son rôle. Tout le monde ne peut pas faire n'importe quoi. C'est chacun, il y a des choses que tu fais, on lui dit que de quel droit tu fais ça. Ce n'est pas de ta compétence. Même si ce que tu veux faire est bien, on te dira oui, c'est bien, mais malheureusement, ce n'est pas de ta compétence. Ça ne relève pas de tes attributions. Tu ne peux pas. C'est comme vous êtes entré chez moi, si vous trouvez que c'est sale, c'est un de vous voulez enlever ou bien vous voulez changer la position parce que on va vous dire non, madame, de quel droit vous faites ça? Ce n'est pas chez vous ici. Comment vous faites ça? C'est un peu ça. Parce que les fonctionnaires, il y a l'argent pour tout le monde. De l'argent, madame, il y en a. La preuve est que j'ai même appris que dans ces mandatures, ça a encore augmenté. Vous n'avez pas appris. On parle de 33 000 dollars. Donc c'est parti de 21 à 33 000. Mais en réalité, on ne devait pas se focaliser. Ce n'est pas mauvais. Mais alors, ce que nous demandons, c'est la justice. Autant, s'il y a de l'argent, donnez à tout le monde. Ce qui est mauvais, c'est que nous sommes dans un même pays. Et vous dites qu'il n'y a pas l'argent pour les autres. Et il y en a pour d'autres. C'est ça qui crée des frustrations et la révolte. Le gouvernement est en train de créer la classe des nantis et des moins nantis. Justement. Pourquoi? Le rôle de l'État, le rôle du gouvernement, c'est faire la redistribution de la richesse nationale. C'est-à-dire que tout ce qu'on produit, on donne à l'État. Tout ce que nous produisons, on dit, l'État prend, répartit ça à tout le monde. C'est comme un papa à la maison. Il y a l'argent, comme une maman à la maison, on dit prépare, il doit préparer, mais elle ne peut pas préparer, et puis après avoir préparé, il met dans son assiette, il remplit son assiette, et puis les enfants, ils mettent des miettes. C'est ce que le gouvernement est en train de faire. Et nous, en tant que syndicat, nous dénonçons cela. Nous disons, dans un pays, vous ne serez pas en sécurité seul. La sécurité alimentaire, la sécurité de la vie doit être pour tout le monde. Si vous, seul, vous prenez ça, vous vous mettez en insécurité. Vous qui volez tout là, vous vous mettez en insécurité parce que toutes les personnes frustrées, mécontentes viendront vous chercher parce qu'ils savent que l'argent va là-bas. C'est vous seul qu'on regarde. Vous imaginez, nous sommes 100 millions, ici à Kinshasa, nous sommes, c'est plus de 12 millions, 15 millions, les statistiques aussi ne sont pas. Voilà. Donc, nous savons, 500 députés ont 33 000. Donc, ça signifie que s'il y a un problème, c'est eux qui ont l'argent. Vous voyez? Est-ce que vous mettez ce gens en sécurité ou en insécurité? Or, dans un pays, tout le monde ne doit pas être député. Vous avez vu les records qu'on a eu de candidats députés. Vous avez vu? C'est les 21 millions. Parce qu'il y a même pour être député national, normalement, il faut avoir une expérience dans un domaine donné. Mais il y a des gens qui, son premier boulot de la vie, c'est être député. Et il va voter comment vas-tu voter une loi? Parce qu'une loi, pour faire une loi, on s'inspire, de l'expérience, 2, des us et des pratiques, usage, pratique, 3, les coutumes, et puis les habitudes, 4, les problèmes que ces domaines posent dans la société. Donc il faut avoir une certaine expertise, une certaine expérience, une certaine idée des questions pour aller statuer. Sinon, ça sera seulement déjà qui est pour, on les commande, on les donne les mots d'ordre. C'est pourquoi on a des parlements, des mots d'ordre, pas des parlements de réflexion. Précisons pour vous, quel lien y a-t-il entre vous, l'intersyndical national du Congo, avec le Conseil national des travailleurs du Congo? Le Conseil national du travail. Le Conseil national du travail, c'est un forum. C'est-à-dire, lorsqu'il y a des problèmes dans le monde du travail, la loi a prévu que les gouvernements, les représentants des employeurs et les représentants des travailleurs, qui sont les syndicats de travailleurs, puissent se retrouver pour discuter. J'ai parlé tantôt du problème des SMIC, des problèmes de la sous-traitance dont nous avons parlé ici, les problèmes de paiement, des retraités, d'hygiène, tout ça. On se réunit et chaque groupe envoie ses délégués. C'est-à-dire les employeurs envoient un nombre égal de délégués que
les travailleurs et le gouvernement pour qu'ils aillent discuter de ces questions. Et là, c'est le Conseil national du travail et c'est là qu'on prend l'option. Et si on prend l'option, à ce moment, les ministres, parce que le Conseil national est présidé par les ministres du travail, dès que ces résolutions sortent, ça signifie que le monde du travail s'est entendu. Ça signifie que les employeurs sont d'accord, les travailleurs sont d'accord, le gouvernement est d'accord. Le ministre du Travail prend ces résolutions. Il l'amène au gouvernement. Alors, si ça demande un décret, c'est le Premier ministre qui prend les décrets. Si ça demande un arrêté, c'est le ministre du Travail. Après, bien sûr, que le Conseil des ministres soit entendu, prend l'arrêté. Si c'est une loi, on envoie soit au Parlement, soit au niveau, donc le gouvernement envoie au Parlement ou au niveau, si c'est des décrets-lois, on envoie au niveau de la présidence de la République. Donc, ça se passe comme ça dans ce forum-là, réunit les représentants des acteurs du travail, c'est-à-dire les employeurs, le gouvernement et les travailleurs. Depuis que vous êtes là, en quel domaine vous avez échoué? Dans des domaines où nous avons échoué. Nous avons échoué dans beaucoup de domaines. Parce que l'échec, ça dépend de ce que vous appelez l'échec. L'échec, c'est quoi? C'est quand vous n'avez pas encore obtenu ce que vous voulez. C'est ça l'échec pour moi. Donc, ce que nous n'avons pas obtenu, presque beaucoup de choses qu'on demande, l'État ne donne pas. Parce que la particularité dans notre pays, c'est que... Vous ne les obtenez pas, c'est parce que l'État n'a pas la volonté ou c'est parce que vous n'avez pas la ténacité? Non, la ténacité, dans un pays, nous sommes quand même dans un pays de civilisés. Dans un pays civilisé, les gens discutent. C'est-à-dire ce qui est clair, madame, comme vous êtes là, nous entendons, nous disons, il y a un problème. Par exemple, le problème de sous-traitance. Si vous dites que nous n'avons pas de ténacité, ça fait, je vous ai dit, depuis 2013, nous posons ces problèmes-là. Vous les suivez bien. Vous voyez même des émissions à la télévision. Vous avez même les écrits. On écrit au gouvernement, on écrit au ministre du Travail, on écrit au chef de l'État, on écrit au Premier ministre. Ils ne répondent pas. Ils ne résolvent pas les problèmes. Ils ne regardent pas les problèmes. Même eux-mêmes, parce que personne ne vous trompe. Qui n'est pas concerné dans ces problèmes? Les chefs, que ce soit même les chefs de l'État, les premiers ministres, les ministres, tous sont des frères qui sont dans les sous-traitances. Tous. Tous, parce qu'ils ne vont pas donner du travail à tout le monde. Nous sommes africains, nos familles sont élargies. Il y a des gens qui habitent Lubumbashi. Tu as des gens, des frères qui sont à Lubumbashi, à Kolwezi, à Dibaya, à Mujimai, à Kananga, à Isiro, à Bumba. Chacun de nous a des gens et ils sont utilisés. Ce sont les membres des familles de tout le monde. Tout le monde a des membres, même les DG qui maltraitent les gens là. Et dans d'autres entreprises, ils ont leurs frères qui sont là-bas aussi. Donc, ce n'est pas... Alors, la ténacité, je dis, lorsqu'il y a un problème dans un pays, on va les régler. Mais le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas de dialogue permanent. Quand je dis échec, parce qu'il n'y a pas de cadre de dialogue permanent. Dans d'autres pays, je vous donne par exemple en France, en Allemagne, parce que chaque année, nous allons à la conférence internationale du travail à Genève. Là, tous les pays du monde, tous les gouvernements du monde envoient leurs gouvernements, envoient les syndicats, envoient les employeurs. Nous discutons, nous partageons l'expérience du monde entier, l'Amérique, l'Asie, l'Océanie, l'Europe, l'Afrique. Nous nous retrouvons pour dire chaque continent, chaque pays dit ce qui se passe dans son pays. Nous sommes formés, nous avons l'expertise, nous avons l'expérience. Vous rentrez ici au pays. Vous demandez de rencontrer les autorités, ils refusent. Vous demandez de préparer des choses, ils refusent. Vous demandez qu'on fasse, même l'argent sort, même dans certaines régions, ils ne vont pas. Ils sortent l'argent, ils ne font pas ce qui devait être fait. L'argent est détourné. Vous le savez. C'est une réalité. Dans ces pays, il n'y a que des détournements et pas des détournements de 10 000. Quand on a détourné dans ces pays, c'est des millions et des milliards. C'est qu'on détourne. On veut construire une route, l'argent est sorti. Quelqu'un a bouffé. Et puis, c'est comme ça, c'est fini. C'est parti, on ne parle pas. On veut faire ceci et c'est le cas. C'est là que je parle de l'échec. C'est un échec collectif, je ne peux pas le refuser. Monsieur Guy Coucou, on a eu des élections ici, vous avez vu la manière dont
On a connu les élections les plus longues au monde. Il y a eu des questions de fraude électorale. Certaines personnes ont saisi la Cour constitutionnelle. À quel état d'esprit aviez-vous reçu les élections de la 4e législature? Oui, madame, je pense que malheureusement vous n'étiez pas invitée. Nous avions fait un point de presse intersyndical à ce niveau-là. Il y a eu beaucoup de problèmes dans ce processus. Mais les problèmes ont été créés par tout le monde. La société civile a créé des problèmes. Les gouvernements ont créé les problèmes. La CENI elle-même a créé les problèmes. Et les acteurs, les partis politiques ont créé les problèmes. Quel est le problème? Le problème est que, d'abord, pour mettre ça en place, ils ont fait passer 2 ans. La CENI actuelle a travaillé avec 2 ans de retard. Parce que pour mettre CENI en place, pour mettre Kadima en place, ça a pris 2 ans de querelles. D'abord, vous vous souvenez, il y avait les querelles entre FCC et Cash. Ils ont fait 2 ans. Et puis c'est après qu'on s'est débrouillé. Et puis bon, les Kadima sont venus avec 2 ans de retard. 2, maintenant, il fallait qu'ils présentent les calendriers, les budgets, les ceci, les cela, avec tout ce que cela a entraîné. La mise en place. La société civile s'est mise encore là. Vous avez suivi la Senko et l'église catholique plutôt et l'église protestante. Non, ils ont pris 2 ans de contestation. Non, pas Kadima, non, c'est ci, non, c'est là. Alors que les jours passaient. Parce que c'est ça, au Congo, c'est ça. C'est-à-dire, on pose des actes et on ne veut pas récolter les conséquences. On pose, et quand les conséquences arrivent, vous savez, nous ne sommes pas là, nous ne savons pas ce qui arrive. Et pourquoi cela arrive. Ça a été toujours les mêmes, non? Mais justement. Les mêmes causes engendrent les mêmes effets. Laissez-moi, je n'ai pas fini. Malgré ça, aux anciens mandats, on n'a pas connu une élection qui a fait 5 jours. Non. D'abord, quand on dit 5 jours... On a distribué des machines auprès des individus. Oui, mais attendez, je dis allons lentement. Posez des questions qu'on discute point par point dans ce processus. J'ai dit la mise en place d'abord a posé un problème. La société civile a compliqué parce que chaque société civile, le problème c'est quoi? Chacun veut mettre quelqu'un de sa tendance. L'Église catholique voulait mettre quelqu'un de sa tendance et l'Église protestante. Les gens de l'autre société civile voulaient mettre les gens de leur tendance. Le gouvernement veut mettre quelqu'un de sa tendance. On se bagarre comme ça parce que c'est ça. Le retard ou la chute, ce que nous avons vu, les 20, c'était la conséquence de la conjugaison de plusieurs facteurs et de plusieurs faits causés par les uns et les autres. Et il faut nous devons apprendre à être honnêtes. Et surtout la société. Moi, je suis de la société civile. Je peux comprendre que les politiciens fassent, mais je ne comprends pas que l'Église, qui est la colonne de vérité, ne puisse pas dire des choses vraies. Comment ça? Oui, les choses vraies, c'est quoi? C'est que chacun voulait mettre quelqu'un de son obédience. Est-ce que ça peut se passer comme ça dans la pays? Est-ce que ça peut se passer comme ça? L'Église voulait mettre qui? Parce qu'il y a les Sicile, l'Église catholique qui collaborent ensemble. Les deux voulaient mettre qui? Mais vous savez, ils avaient leurs candidats. Kadima n'était pas leur candidat. Kadima, dit-on, était le candidat de l'église Kimbanisi. Soi-disant. Je dis, moi je n'en sais absolument rien. Mais c'est ça qu'on nous a dit. C'est le candidat de l'église Kimbanisi. Et il semble, et j'ai suivi même un pasteur qui a, je ne vais pas citer son nom, qui a dit comment on génère les candidats comme président de la CENI ici. Comment on les génère. Mais est-ce que ça doit se passer comme ça? Deuxième problème, c'est que la loi elle-même, et c'est là le problème des intersyndical a demandé et nous continuerons à demander. On doit revoir cette loi. Les conflits qui arrivent au processus électoral, on combat la loi électorale. Pourquoi? Parce que dans cette loi-là, les acteurs, c'est-à-dire les partis politiques du pouvoir, les partis d'opposition doivent désigner les gens là-bas. Or, si chacun désigne des gens là-bas, vous pensez que c'est pour faire quoi? C'est pour veiller à ses intérêts, n'est-ce pas? Faire son plan. C'est-à-dire tricher. L'opposition veut aller tricher, le pouvoir veut aller tricher, alors que la CENI devait être indépendante. Quand on dit indépendant, c'est vis-à-vis de qui? Indépendant, c'est vis-à-vis du gouvernement, c'est vis-à-vis des partis politiques, c'est vis-à-vis des compétiteurs. C'est comme un arbitre. Si le Congo joue
avec la Tunisie, l'arbitre ne peut sortir ni du Congo, ni de la Tunisie. On doit trouver quelqu'un d'un autre pays. Mais ici, on a dit, la CENI, là, il y a les membres de l'opposition, en majorité. Il y a les membres, donc, disons à 60%, l'opposition dans la quote-part, bien sûr, des partis politiques, la majorité à 60%. L'opposition, je pense à 40 ou 30%. Et puis, l'autre partie, c'est la société civile qui devait être neutre, mais elle n'est même pas aussi neutre parce que chacun veut vendre les présidents de la CENI pour l'inféoder soit au pouvoir, soit à l'opposition. Cette question du seuil, comment vous jugez ça? Oui, et deuxièmement, la question du seuil. Les gens n'ont pas compris, certains parlent de tricherie, parce qu'ils n'ont pas compris la question du seuil. Le seuil est tellement compliqué que la CENI devait faire des émissions et des formations. Même les partis politiques doivent former les gens pour qu'ils comprennent. Parce que c'est vraiment compliqué. Monsieur Guigou, vous avez peut-être vos 30 000 voix individuellement, parce que votre parti ou regroupement n'a pas atteint le seuil, voilà. C'est joué. Oui, vous échouez, mais c'est ça. Mais ils ont accepté. C'est la loi qui dit ça. Malheureusement, ils ont accepté. C'est la loi qui dit ça, madame. Nous, on fait les élections. C'est-à-dire, dans les élections que nous faisons, nous, les syndicats, quand je parle des syndicats les plus représentatifs, on fait aussi les élections dans les pays. Ça signifie quoi? Nous faisons une liste. Dans les listes, nous mettons les noms des gens dans chaque entreprise. Dans cette liste-là, si quelqu'un vote une personne, cette voix-là est annulée. On doit voter les syndicats. Et quand on voit, quand des syndicats atteignent un nombre, c'est les syndicats qui atteignent les nombres, comme on dit les quotients, qui prend un siège. Quand vous avez atteint les quotients, parce que les quotients est de 30 voix, vous avez, le syndicat a atteint par exemple 60 voix, à 30 voix, vous prenez une personne sur votre liste, il est délégué syndical. C'est ça. Donc, maintenant, on n'a pas expliqué aux gens. Les gens disent non, c'est moi qui ai gagné, on a nommé quelqu'un d'autre. Mais c'est parce qu'on ne lui a pas expliqué le problème des seuils. Là, on ne lui a pas expliqué. Il ne comprend pas. Il a eu 30 voix. Celui qu'on a nommé là, il a 2000 voix. Comment moi j'ai 30 000, l'autre a 2000 voix? Non, mais il y a un problème de seuil. Les voix rassemblées de votre parti politique n'ont pas atteint les seuils. Parce que dans les votes, il y a les indépendants, il y a ceux qui dépendent. Et quand votre parti politique n'a pas atteint les seuils, même toutes vos voix là, mises dans l'ensemble, parce que si on dit par là, les seuils est d'1 million de voix, par exemple 500 000 voix. Vous avez dit 30 000 voix. Ce n'est pas 500 voix. Monsieur, votre parti politique. Vous avez suivi l'investiture du chef de l'État, son discours. Qu'attendez-vous du chef de l'État par rapport au quota des travailleurs? Oui, en tout cas, madame, les chefs de l'État, d'abord, je dois encore une fois les féliciter. Mais le plébiscite des Congolais est une interpellation au chef de l'État. Heureusement, lui-même a dit qu'il ne doit plus commettre les erreurs du mandat passé. Les erreurs du mandat passé... Lui, il est riche en promesses. Hein? Oui, mais c'est son problème. Ça laisse à désirer. Oui, c'est son problème parce qu'on l'attend. Il a fait des promesses, on note. Quand quelqu'un vous fait des promesses, on dit la promesse est une dette. Il a fait des promesses. Mais c'est que nous, on peut conseiller pour ma tête parce qu'il est là, c'est notre chef de l'État, on doit tout faire pour l'accompagner. Parce que c'est lui qui est là. Parce que s'il échoue, c'est non seulement lui qui échoue, c'est le Congo qui échoue. Parce que les projets qu'il va mettre en place, ce n'est pas pour lui, c'est pour le Congo. S'il construit des routes, il partira, les routes resteront. S'il construit les entreprises resteront, il partira. S'il construit les hôpitaux, voilà. Voilà pourquoi les Congolais ne comprennent pas. Même l'opposition. Quand vous allez en France, il y a l'opposition. Mais l'opposition ne détruit pas les infrastructures ou la confiance de la nation, de leur pays. Qu'est-ce que l'opposition a fait? A détruit quoi? Non, l'opposition congolaise, Abdoulaye Wade était venu ici, c'est un Sénégalais, vous le connaissez, oui. À l'époque. Pas maintenant, à l'époque de Moukouti. C'est depuis l'époque de Moukouti qu'il n'a pas une place politique. Parce que les gens confondent la bataille politique et les intérêts du Congo. Alors, est-ce que Wade lui-même était un modèle? Abdoulaye Wade, il était un modèle au Sénégal, d'accord? Le Sénégal est un modèle de la démocratie. Abdoulaye Wade était un modèle. J'ai dit le Sénégal en général, c'est un modèle de la démocratie en Afrique. Vous ne pouvez pas nier.
en Afrique, s'il y a un pays qui a une crédibilité démocratique, c'est le Sénégal d'abord. Vous n'allez pas... Mais l'opposition congolaise, c'est quoi? C'est que quand on est contre les présidents, Kabila était ici, on a détruit, on a insulté, et on sabote même tout ce qu'il veut faire. On sabote, non. Nous avons reçu monsieur, comment il dit, Mélenchon. Mélenchon. Il était ici, c'est un opposant. Vous l'avez entendu critiquer son pays ici? Non. Il y a des points où l'opposition et les pouvoirs, même s'ils ne s'entendent pas sur la vision, ne peuvent pas détruire. Les fronts communs, c'est le Congo. Les dénominateurs communs, c'est le Congo. Les intérêts du Congo, il y a un seuil qu'on ne peut pas franchir. Que vous soyez de l'opposition ou de la majorité, la question du pays, la question de... Mais ici, les gens sortent, ils pourraient insulter le président qui est en place, parce que l'IDPS aussi l'a fait. Quand Kabila était là, l'IDPS. Mais aujourd'hui, c'est l'IDPS qui est là. Et vous voyez, il ne ça supporte pas. Oui, non, je dis, ça revient. Ça dit qu'il y a un problème de culture politique. C'est ça. Nous devons éviter cette culture d'insulter nos chefs. On peut être contre un pouvoir, c'est normal. Mais il y a un seuil à franchir entre être contre et soutenir le pays, ce qu'on fait pour l'intérêt du pays. Les Rwandais, un petit pays comme le Rwanda ici, c'est la dictature totale. Mais vous avez déjà entendu combien de Rwandais qui traversent ici pour insulter leurs dictateurs, pour parler du mal de leur Rwanda. Combien vous voyez? Mais regardez le Congo. Le Congo, c'est à chaque instant, c'est les insultes, c'est du début. Le président Martin Fayulu a contesté des élections pendant 5 ans. 5 ans, il était en train de contester les élections. C'est que alors que... avait fait autant, hein. Lui-même il a prêté serment. Mais attendez, madame, j'ai dit, nous sommes une génération. Les choses doivent évoluer. C'est un pays. Il y a des moments, même la Bible dit, il y a un temps pour se battre. Il y a un temps pour faire la paix. Vous ne pouvez pas prendre tout votre temps. Voilà. Le temps qu'on a pris, Seigneur, à se battre, n'a pas permis de se préparer pour les échéances prochaines. Dans la vie, il faut savoir oublier certaines déceptions. Dans la vie, il y a des déceptions. Il y a des coups qu'on encaisse. Mais à un moment donné, il faut savoir monter, il faut aller au-dessus des sentiments, au-dessus des coups. Il faudra savoir que pour un pays, il y a des fondamentaux qui ne doivent pas être discutables, que vous soyez de l'opposition ou que vous soyez du pouvoir. Le Congo n'est pas à vendre. Le Congo ne peut pas être bradé. Le Congo ne peut pas être contesté. Vous pouvez contester un individu, mais pas le Congo. Monsieur Guy Coucou, nous tenons vers la fin de l'émission. Il y a eu session extra-parlementaire. On a validé les mandats. Il y a eu installation du bureau provisoire, du bureautage. Est-ce que pouvons-nous espérer à cette législature? Madame, vraiment, moi, je reste sur mes doutes. Surtout les travailleurs. Non, est-ce qu'ils vont lutter pour le bonheur des travailleurs? Non, je reste sur mes doutes, madame. Je compte, moi, les postes là, je n'ai pas fini. Il aurait fallu aussi postuler, non? Postuler pour faire quoi? Je ne peux pas postuler. Il y a plusieurs personnes, plusieurs fois, les gens ont postulé ici, postuler pour aller. Nous serons les mêmes. Non, on ne peut pas. Il y a de la place pour tout le monde partout. On ne peut pas faire que la politique. Je suis à l'aise là où moi je suis. Tout ce que nous demandons, si on pouvait payer à chacun son salaire, vous avez votre salaire là, vous pouvez payer votre maison, vous pouvez faire vos projets. Vous n'avez pas besoin d'aller perdre le temps en politique pour faire des combines, faire des histoires impossibles. Là, non, ce n'est pas la peine. Nous savons, celui que j'ai dit, le Parlement, c'est un problème. Mais les garants, c'est les garants de la nation que nous interpellons, nous les travailleurs. Nos yeux, c'est le président. Ce n'est pas au Parlement. Parce que lui est le garant de la nation. Il doit distribuer la justice aux Congolais. Il doit distribuer la sécurité aux Congolais. Il doit distribuer de l'emploi aux Congolais. Il doit donner la sécurité, l'espoir à la jeunesse congolaise. C'est lui. Parce qu'il n'y a que lui qu'on a voté au suffrage universel. Il a été voté dans toutes les provinces. Aucun parlementaire n'a été voté dans toutes les provinces.
Il y en a qui ont été votés dans des petits territoires, dans des petits coins, et puis il est devenu député national. Mais lui, il a circulé toutes les nations, toute la nation. Et quand il a circulé, il a entendu. Il a vu les déceptions. On huait et on insultait les gens sous les yeux du président. Il a vu, on insultait les gens, voleurs, mouyibi, batsou. Je pense, cette interpellation-là, c'est là que j'ai dit le président de la République doit aussi recevoir la société civile organisée. Je ne parle pas de la société civile fabriquée. Je dis la société civile organisée et structurée. Il y a des institutions de la société civile, les syndicats, les églises, par exemple les conseils économiques et sociaux. Là, c'est la société civile organisée. Il doit écouter le Parlement, mais écouter aussi, parce que les politiciens, c'est eux qui détruisent ce pays. C'est la société civile qui veille et qui joue à l'alerte, qui est alertaire, qui alerte, qui a des choses. Mais le président a été coupé, tous les mandats passés, le président a été coupé du reste de la société. À l'époque de Mobutu, je me souviens, Mobutu recevait les religieux. Il avait des épaules, il recevait les églises, il recevait les syndicats, il recevait les sociétés. Il doit écouter, c'est un père de la nation, il doit avoir l'oreille sur toute la couche de la population. L'erreur qu'il a commis les mandats passés, il était otage de, de la classe politique. Et vous avez vu, il nomme des gens, ils sont avec lui, mais ce sont des traîtres. Il leur donne des postes, ils travaillent contre lui. Ils volent de l'argent, il leur donne l'argent pour aller faire des projets. Ces gens-là volent. Et au fin de compte, qui est le comptable, c'est lui. On lui demande des comptes. Qu'est-ce que vous nous reprochez en profiter par rapport à ce que vous venez soulever? Reprocher qui? Au chef de l'État. C'est ce que je dis là. Ce que nous le reprochons, il ne reçoit pas les autres membres, les autres couches de la société. Le Congo n'est pas constitué seulement de la classe politique. Non. Le Congo est structuré. Il y a la classe politique, il y a les chefs coutumiers, il y a les religieux, il y a les syndicats, il y a d'autres composants plus influents et très déterminants à qui les chefs de l'État, lors des consultations, je pense que le chef de l'État a fait un bon choix lors de la consultation qu'il avait faite ici pour construire l'Union sacrée. Il a reçu, je pense qu'il a eu l'idée. Mais après, comme toujours, vous voyez ceux qui ont travaillé avec Mobutu, sont allés avec Kabila, sont devenus kabilistes. Après kabilistes, ils sont aujourd'hui tshisekidistes. Demain, ils vont toujours, et regardez leur comportement, ils sont les mêmes, égoïstes. Leurs communautés de base sont désavouées. C'est pourquoi ils sont toujours en train de tricher. Les gens parlent de tricher les élections. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a la confiance de sa base, il ne peut pas tricher. Les gens ont été trop longtemps, ils veulent faire des carrières de politique, alors que ce sont des prédateurs, d'autres même, dans leur communauté, dans leur origine, dans leur base. Ils ont fait des dégâts, les gens ne veulent même plus les sentir. Ils s'imposent par la force du pouvoir, parce qu'ils sont dans le cercle du pouvoir. Ça, les chefs de l'État doivent tirer les leçons pour dire non. Maintenant, il doit être le garant de la nation. Il doit être le père de tous les Congolais. Et il doit dialoguer, il doit discuter, il doit recevoir. Là, c'est même à son cabinet là, quand vous allez, on regarde, il y a des gens qu'on reçoit, d'autres qu'on ne reçoit pas. Non, un président, c'est le président de toutes les couches de la population. Voilà ce que nous avons comme intersyndical et les conseils que nous pouvons donner au chef de l'État pour ce mandat, pour qu'il ne dise pas, comme la fois passée, qu'il avait commis des erreurs. Parce que ces erreurs-là, c'est le fait d'être otage d'une classe politique égoïste, d'une classe politique prédateur, d'une classe politique qui ne voit que ses propres intérêts. Le défi majeur à relever pendant cette année, et puis vos perspectives d'avenir pour l'intersyndical. Pour nous, il y a un problème des entreprises. Madame, les chefs de l'État, et nous aurons voulu les voir pour parler, discuter avec nous sérieusement. Madame, toutes les entreprises de l'État sont en faillite.
Vous savez pourquoi ils sont en faillite? Pourquoi? D'une part, les prédécesseurs ont tué toutes les entreprises, ont créé des entreprises parallèles. Toutes les entreprises de l'État là, on a créé des entreprises parallèles. Deuxièmement, on nomme à la tête des entreprises des politiciens. Au moment où l'heure je vous parle, peut-être c'est avant l'émission, après je vais vous montrer des lettres. Les comités de gestion qu'on met en place, les conseils d'administration qu'on met en place, presque dans 80% des comités d'administration des entreprises, les PCA sont en conflit avec les DG. Et l'entreprise est étranglée, l'entreprise est étouffée. Un tel dit non, c'est telle tendance politique, l'autre est telle tendance. Quand il vient, chacun amène ces gens. On ne travaille pas selon la vision pour développer l'entreprise, pour créer des emplois, pour payer les travailleurs. Non, chacun vient pour vouloir imposer sa bande. Chacun veut amener sa bande, veut amener son clan dans l'entreprise. Et l'entreprise, toutes les entreprises courent vers la faillite. Parce que nous avons demandé au chef, depuis Kabila père, Kabila fils, nous avions dit, ne nommez plus les politiciens à la tête des entreprises. De Mobutu au moins, il nommait les techniciens. Il nommait les techniciens. Depuis qu'on a fait maintenant les gouvernements des partis politiques, on se partage les entreprises comme des compétences, voilà, de la culture managériale aussi. Les entreprises sont devenues des bulletins électoraux. Nous avons gagné les élections, partageons-nous les entreprises. Et quand on a partagé, on mange. On entre, on mange et les entreprises se mettent. Ailleurs, chaque entreprise se développe et crée chaque année des emplois. Ici, chez nous, les emplois, chaque année, les entreprises s'étouffent. Toutes les entreprises sont en faillite parce que disons les bilans, quand on fait les bilans, les dettes sont plus élevées que ce que l'entreprise produit. Monsieur Gikuku, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Vous allez devoir regarder la caméra. Adressez-vous au public votre mot de la fin. Merci, madame. Ce que je vais demander aux travailleurs, nous devons nous mobiliser et nous défendre. Parce qu'un pays se développe par des revendications. Nous n'avons rien à attendre, il n'y aura pas de cadeaux pour nous. On doit se battre. On doit se battre parce que la vie c'est un combat. Je demande au chef de l'État d'être les garants de la nation, les distributeurs des richesses. Regardez tout le monde, ne pas regarder que les politiciens pour donner, augmenter les salaires des politiciens à chaque mandat, à chaque année, et les fonctionnaires de l'État, les policiers, les militaires, tout le monde voit. Parce qu'après tout, le budget est un service d'ordre public, tout le monde voit dans le budget. Ça crée des frustrations. Pour peser ou pour apaiser tout le monde, il faut que chacun se retrouve dans cette nation pour qu'on ait la paix sociale. Parce que la paix sociale se construit par la justice. Et la Bible, je termine par là, la Bible dit, c'est la justice qui élève une nation. Sans justice, s'il y a l'injustice qui persiste, notre nation ne va pas se développer. Et les syndicalistes attendent le président de la République parce qu'ils veulent discuter avec eux des plans de développement des entreprises de notre pays. J'ai dit et je vous remercie, madame. Monsieur Gikuku, c'était pour nous un honneur de vous recevoir. Merci beaucoup, madame. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission Actu 60. Nous vous rappelons que nous recevons pour vous le président de l'intersyndicale nationale du Congo, en la personne de M. Gikuku. On a parlé sur la vision, la mission de ce méga plateforme syndicale. On a parlé sur le SMIG, le phénomène de sous-traitance, puis on a frôlé sur les questions électorales, sur l'actualité du pays. Merci à Enoch Mala, merci à Laït Moutonge pour la réalisation de ce magazine. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu protège nos FARDC et que Dieu garde son peuple. Au revoir, Inch'Allah.